Et si je vous disais que les hommes qui ont survécu des mois seuls dans la nature sauvage, la plus hostile de la planète, sans médecins, sans pharmacie, sans hôpitaux, à des kilomètres à la ronde, ne se contentaient pas de résister à la tentation. Ils disposaient de remèdes, de véritables remèdes, qui poussaient directement du sol autour d'eux. Des plantes qui stoppaient les saignements causés par les coups de couteau en quelques minutes. Des plantes qui faisaient baisser la fièvre avant qu'elle ne devienne mortelle. Des plantes qui permettaient aux poumons de survivre aux hivers rigoureux des montagnes, quand une simple infection pulmonaire pouvait être fatale. On imagine souvent les trappeurs comme de simples durs à cuire chanceux, mais en réalité, ils possédaient une véritable pharmacie dans leur tête. Un savoir transmis par les Amérindiens, les trappeurs, des générations entières qui avaient appris à leurs dépens ce que la nature sauvage pouvait guérir et ce qu'elle pouvait détruire. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 20, ces plantes dont les trappeurs dépendaient pour survivre, et la science moderne, discrètement, confirme peu à peu leur rôle, une étude après l'autre. Restez avec nous, car la numéro 16 de cette liste était utilisée comme un véritable pansement liquide à la frontière. Elle cicatrisait les plaies, combattait l'infection et éliminait les toxines, le tout simultanément. Et le numéro 18 est si efficace pour arrêter les saignements qu'il porte le nom d'un guerrier grec qui l'utilisait sur le champ de bataille. Il pousse probablement dans une prairie près de chez vous en ce moment même. Abonnez-vous. Chaque semaine, nous approfondissons les techniques de survie, les savoirs oubliés et la médecine naturelle que les passionnés de plein air connaissent depuis toujours. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes des montagnards qui vous soignent instantanément, classées de la plus impressionnante à la plus légendaire. Numéro 1. Le seau d'or, le remède implacable contre les infections. S'il y avait une plante que les montagnards chérissaient comme l'or, c'était bien le seau d'or. Et quand on comprend son fonctionnement, on comprend pourquoi. L'hydraste du Canada, Hydrastus canadensis, est l'une des plantes médicinales nord-américaines les plus efficaces contre les infections. Les Amérindiens, notamment les Cherokees et les Iroquois, l'utilisaient pour soigner les plaies infectées, les conjonctivites, les aftes et les troubles digestifs. Lorsque les colons et les pionniers européens l'ont découverte, ils l'ont employée si abondamment et pendant si longtemps qu'au début du XXe siècle, l'hydraste du Canada était presque éteinte à l'état sauvage. Imaginez un peu, une plante a failli disparaître complètement tant elle était convoitée. Quel est donc son secret? Sa racine renferme deux puissants alcioïdes, la bourbérine et l'hydrostine. La bourbérine, en particulier, a fait l'objet de nombreuses études, et les recherches modernes confirment ses réels effets antimicrobiens contre les bactéries, les champignons et les parasites. Ce n'est pas une croyance populaire, c'est de la chimie pure. La préparation traditionnelle était simple. On séchait la racine, on la réduisait en poudre, et on l'incorporait à un onguent pour soigner les plaies infectées ou les mycoses cutanées. Pour les infections oculaires, on utilisait une infusion très légère en collyre. En cas de troubles digestifs, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin qui pouvaient être fatales lors d'une longue expédition hivernale, on faisait infuser la racine séchée pour obtenir une tisane amère. L'hydraste du Canada est aujourd'hui négligée car elle est chère et surexploitée. Si vous l'utilisez, privilégiez les produits cultivés plutôt que ceux cueillis à l'état sauvage. Mais pour les infections tenaces et graves, loin de toute pharmacie, l'hydraste du Canada est la plante que les trappeurs auraient achetée à prix d'or. Imaginez-la comme l'antibiotique qui poussait à l'état sauvage dans la forêt bien avant que le mot antibiotique n'existe. Deuxièmement, le thé du Labrador, remède contre le froid du Grand Nord. Plus on s'aventure au nord, au Canada, en Alaska, dans les hautes zones subalpines, plus les forêts se transforment. La végétation, vous savez, disparaît, mais un petit arbuste aux feuilles coriaces et aux grappes de fleurs blanches est omniprésent. Et les peuples qui habitent ces régions nordiques depuis des millénaires
le connaissent comme l'un de leurs remèdes les plus essentiels. Le thé de Labrador cultivé en terre était utilisé par les cultures autochtones du Nord pour soigner les rhumes, les infections respiratoires et les maux de tête, et comme infusion réconfortante et revigorante après une exposition à un froid intense. Les trappeurs et les montagnards travaillant dans les territoires nordiques l'ont rapidement adopté, car lorsqu'on est trempé et transi de froid et que la poitrine commence à se serrer, premier signe d'une infection pulmonaire, il faut un remède efficace. Les feuilles contiennent des composés aromatiques aux véritables propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Des études récentes confirment leur activité antioxydante et antimicrobienne. Une infusion concentrée de feuilles séchées, préparée avec soin et sans excès, agit comme expectorant et remède réchauffant pour les voies respiratoires. Voilà l'essentiel. L'infusion de Labrador est puissante et une consommation excessive peut provoquer des vertiges et des maux de tête. Les montagnards qui connaissaient cette plante l'utilisaient avec respect. Une infusion modérée, et non une décoction forte, à consommer en petite quantité. C'est une de ces plantes qui, utilisée à bon escient, est d'une efficacité remarquable et nous rappelle que naturel ne rime pas avec négligence. Pour quiconque s'aventure dans les contrées sauvages du Nord, connaître le thé du Labrador, c'est comme savoir où se trouve le centre de soins d'urgence le plus proche, sauf qu'il pousse juste sous vos pieds. Numéro 3. L'accord odorant. Le calamus, stimulant mental et physique. Voici une plante dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais que quiconque a passé du temps dans les régions humides et sauvages a peut-être déjà croisé sans savoir de quoi il s'agissait. L'acaris odorant, Acaris calamus, pousse dans les marais, le long des cours d'eau et dans les zones marécageuses. Il ressemble à une grande graminée ou à une quenouille et dégage une odeur épicée, presque médicinale, lorsqu'on froisse ses feuilles. Les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, des Crais aux Ojibwés, en passant par les nations des plaines, mâchaient cette plante pour soulager la douleur, les troubles digestifs et la fatigue. Les coureurs de fond la mâchaient pour tenir le coup. Les guerriers l'utilisaient avant la bataille. Les trappeurs qui passaient des jours ou des semaines dans un froid glacial avec peu de nourriture la mâchaient pour rester vigilants et continuer à avancer. La racine contient des composés, dont la bêta-acérone et d'autres huiles essentielles, qui ont de réels effets pharmacologiques, propriétés antinauséeuses, antispasmodiques et stimulantes du système nerveux central. Les recherches animales suggèrent une véritable activité adaptogène et stimulante. Voici l'usage traditionnel. Un petit morceau de racine, mâché lentement, calmait presque instantanément les maux d'estomac, soulageait la douleur et procurait un léger effet stimulant, suffisant pour continuer malgré les cris de fatigue. Les montagnards, vivant dans les forêts denses et hostiles, l'utilisaient précisément pour cela, non pas pour planer, mais pour survivre. Le calamus est l'une de ces plantes qui témoignent de la sophistication de la médecine traditionnelle. Il ne s'agissait pas de personnes cueillant des plantes au hasard par désespoir, mais de médecins s'appuyant sur des siècles de connaissances éprouvées concernant les propriétés de chaque racine et feuille dans l'organisme. Quatrièmement, aux États-Unis, le lichen, un antibiotique qui pousse sur les arbres. Permettez-moi de vous poser une question. Lors d'une randonnée en forêt primaire, si vous apercevez des filaments gris-vert pâle suspendus aux branches comme des cheveux emmêlés, savez-vous de quoi il s'agit? C'est de la barbe de vieillard. Il s'agit peut-être du plus puissant antibiotique naturel à action topique qui pousse à l'état sauvage dans les forêts nord-américaines. Les espèces de SNA contiennent de l'acide nicotinique, un composé aux propriétés antimicrobiennes puissantes et avérées. Des recherches modernes en laboratoire confirment l'efficacité de l'acide essinique contre les bactéries Gram-positives, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques. Il ne s'agit pas d'une science marginale et obscure. L'acide essinique
est étudié sérieusement comme composé antimicrobien depuis des décennies. Traditionnellement, on l'utilisait par voie topique. On broyant ou humidifiait de l'acide essinique frais et on l'appliquait directement sur les plaies infectées ou sous forme de pansement antimicrobien. Les trappeurs et les montagnards du nord-ouest Pacifique des Rocheuses et des forêts montagneuses d'Amérique du Nord savaient qu'en cas de coupure sans autre remède, on pouvait trouver notre plante sur un arbre voisin et l'utiliser pour désinfecter la plaie. Elle servait aussi à soigner les infections respiratoires. Une infusion longuement mijotée ou une teinture était utilisée contre les infections pulmonaires et les toux persistantes. Voici un point important à retenir. L'usnia pousse lentement. Ne prélevez que les branches déjà tombées ou celles que vous pouvez couper en petites quantités sur des arbres sains. Bien qu'elle ne soit pas rare, il ne faut pas la cueillir à la légère. En cas de premier secours en milieu sauvage, savoir identifier l'usnia est une chose essentielle. C'est l'antibiotique qui pousse sur les arbres. Disponible et réellement efficace, il n'attend que d'être utilisé par quelqu'un qui en connaît les vertus. Numéro 5. Les bourgeons de peuplier, un anesthésique local des régions frontalières. Au début du printemps, avant l'apparition des feuilles, les peupliers se couvrent de bourgeons résineux collants à l'odeur entre le baume et le médicament. Cette odeur n'est pas due au hasard. Ces bourgeons regorgent de composés, notamment de salicine, d'acide caféique et d'autres substances anti-inflammatoires et analgésiques. Les tribus amérindiennes des Grandes Plaines et des montagnes rocheuses récoltaient ces bourgeons spécifiquement pour soulager la douleur. Les trappeurs qui ont appris de ces pratiques en faisaient de même. La préparation traditionnelle consistait à faire macérer les bourgeons dans de l'alcool, quel qu'il soit, afin d'en extraire la résine. L'huile ou la teinture ainsi obtenue était appliquée directement sur les muscles endoloris, les articulations douloureuses, les contusions et la peau irritée. On pourrait la comparer à une crème analgésique rudimentaire. Les recherches modernes confirment que les extraits de bourgeons de peuplier possèdent de réelles propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Les salicylates contenus dans la résine sont absorbés par la peau et réduisent l'inflammation et la douleur locale de la même manière que l'aspirine agit de façon systémique. Pour un trappeur qui avait porté 36 kilos de matériel à travers les cols de montagne pendant une semaine entière, les genoux douloureux et le dos en compote. Un massage à l'huile infusée de bourgeons de peuplier a procuré un soulagement véritable, et non un effet placebo ou un vœu pieux. Un remède authentique issu d'un arbre qui poussait en abondance le long des rivières de la frontière. Si vous avez accès à des peupliers de Virginie au printemps, récoltez leurs bourgeons résineux, faites-en infuser de l'huile, et vous comprendrez aussitôt pourquoi les trappeurs les appréciaient tant. Vos mains embaumeront pendant des jours, et tout ce sur quoi vous appliquerez cette huile vous apportera un soulagement considérable. En sixième position, le bouleau noir, utilisé en l'absence de saule. Nous aborderons l'écorce de saule plus loin dans cette liste. Mais voici un point important à retenir. Les saules n'étaient pas présents partout dans la nature sauvage, et les trappeurs avaient besoin d'antalgiques partout, pas seulement près des ruisseaux et des rivières où poussait le saule. L'écorce interne et les rameaux contiennent du salicylate de méthyle. Voici le bouleau noir, Betula lenta, également appelé bouleau doux ou bouleau cerisier. Le salicylate de méthyle est le même composé que celui présent dans l'huile de Gualteri, et sa structure chimique est très proche de celle de l'aspirine. La concentration de salicylate dans l'écorce du bouleau noir est si élevée que les rameaux et l'écorce ont véritablement le goût et l'odeur de la Gualteri. Son utilisation traditionnelle était simple. Mâcher l'écorce interne ou les rameaux pour soulager la douleur et la fièvre, ou préparer une infusion d'écorce contre les maux de tête, l'inflammation et les douleurs rhumatismales profondes. Les trappeurs des Appalaches et des forêts du Nord, où le saule était rare, utilisèrent le bouleau noir comme les pionniers de l'Ouest utilisaient le saule comme analgésique quotidien.
Voici ce qui rend le bouleau noir intéressant par rapport au saule. Sa concentration en salicylate de méthyle est plus élevée, ce qui signifie un effet plus puissant à petite dose. Cependant, comme toutes les plantes contenant du salicylate, son utilisation doit être raisonnée et déconseillée aux personnes intolérantes à l'aspirine, aux enfants et aux personnes ne tolérant pas l'aspirine. Pour tous les autres, le bouleau noir est un exemple frappant qui prouve que la pharmacie familiale n'était pas vide simplement parce qu'on se trouvait à 320 km de la ville la plus proche. La forêt offrait des ressources. Numéro 7. L'épilobe, plante cicatrisante et digestive. Voici une plante que vous avez probablement déjà vue sans y prêter attention. Après un incendie de forêt ou tout autre bouleversement du sol, l'épilobe est souvent la première plante à repousser. De hautes hampes florales d'un rose magenta éclatant recouvrent les flancs de collines et les bords de routes brûlées d'une couleur spectaculaire. On l'appelle épilobe, car elle pousse après le feu, mais ce nom pourrait tout aussi bien être à prendre au pied de la lettre, car les trappeurs l'utilisaient pour soigner les brûlures. L'épilobe et le gustapodium contiennent des tanins et des polyphénols aux propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes reconnues. Les feuilles étaient utilisées en cataplasme pour soigner les brûlures, les coupures et les inflammations cutanées. On les bravait et on les appliquait directement sur la plaie ou on les infusait en une tisane concentrée pour soulager les irritations cutanées. En cas de troubles digestifs, de crampes d'estomac, de diarrhée, bref, de problèmes intestinaux susceptibles d'interrompre une partie de chasse, on préparait et buvait une tisane d'épilobe pour apaiser l'inflammation intestinale. La recherche confirme des effets astringents et anti-inflammatoires conformes à l'usage traditionnel. L'épilobe obéit à une logique profondément poétique. Cette même plante qui colonise les terres brûlées et dévastées pour les régénérer soigne également les brûlures et les lésions cutanées. La nature recèle de tels schémas, pour peu qu'on apprenne à les observer. Pour quiconque passe du temps en plein air, connaître l'épilobe, c'est savoir qu'on a sous la main un remède immédiat contre les brûlures légères et une tisane digestive efficace qui pousse sur presque tous les terrains labourés d'Amérique du Nord. C'est l'état d'esprit du trappeur. Chaque plante a quelque chose à offrir. Il suffit de savoir quoi. Numéro 8. Les baies de genièvre. Remède pour les reins et conservateur pour le campement. Le genévrier est omniprésent dans l'Ouest. Arbre rabougri ou arbuste rampant recouvrant les crêtes arides et les flancs rocailleux, il produit de petites baies bleu-gris, aujourd'hui surtout connues pour aromatiser le gin. Mais avant le gin, avant les Européens, avant l'époque de la conquête de l'Ouest, les baies de genévrier étaient utilisées en médecine traditionnelle. Les baies contiennent des huiles essentielles, notamment du tarpénial et de l'alpha-pinine, aux propriétés antimicrobiennes et diurétiques reconnues. Leur usage traditionnel, répandu chez des dizaines de tribus amérindiennes puis chez les trappeurs, se concentrait sur deux applications principales, les infections urinaires et la conservation de la viande. Elles étaient utilisées pour traiter les infections rénales et urinaires, notamment ces infections douloureuses et brûlantes qui peuvent devenir dangereuses si elles ne sont pas traitées sur place. La tisane de baie de genièvre était le remède de prédilection. Ces huiles essentielles, éliminées par les reins dans l'urine, exercent une action antimicrobienne directe sur les voies urinaires. La phytothérapie moderne utilise encore le genièvre précisément à cette fin. Mais voici un autre usage fascinant. Les trappeurs qui transportaient la viande dans les champs ont découvert que les baies de genièvre possédaient des propriétés de conservation remarquables. Les mêmes huiles antimicrobiennes qui traitaient les infections urinaires ralentissaient également la détérioration bactérienne de la viande. Conserver le gibier avec du genévrier au campement était à la fois un remède pratique et une méthode de conservation efficace. Attention toutefois, de fortes doses ou une utilisation prolongée de préparations à base de baies de genévrier peuvent irriter les reins. L'utilisation à court terme pour les infections urinaires actives est l'approche traditionnelle et non un traitement quotidien et prolongé.
Dans la panoplie de remèdes de survie en milieu sauvage, les baies de genièvre sont parmi les plus polyvalentes. Elles contiennent à la fois un médicament, un conservateur, un arôme et une ressource de survie. En 9e position, les cynorrhodons. Survivre à l'hiver grâce à un fruit. L'hiver en montagne était impitoyable. Les hommes participant à de longues expéditions de piégeage en décembre et janvier devaient affronter non seulement le froid et la faim, mais aussi un mal plus lent et insidieux. La carence en vitamine C, due à l'épuisement progressif des vitamines normalement fournies par les aliments frais. Ce scorbut représentait un danger réel lors des longues opérations hivernales. Les cynorrhodons sont parmi les sources naturelles les plus concentrées en vitamine C. Ces petits fruits rouges, en forme de ballons de rugby, qui persistent sur les rosiers tout l'hiver, contiennent beaucoup plus de vitamine C que les oranges. Et contrairement aux agrumes, on les trouve en montagne, même quand la neige recouvre le sol, et que rien d'autre ne pousse. Les trappeurs et les Amérindiens récoltaient les cynorrhodons tout au long de l'hiver, les consommant crus, séchés pour faire des infusions ou réduits en poudre pour les incorporer à leurs plats. Une poignée de cynorrhodons par jour suffisait à prévenir le scorbut. Mais les cynorrhodons n'étaient pas qu'un simple complément vitaminique. Traditionnellement, on les utilisait aussi contre le rhume et la grippe, en préparant une infusion concentrée pour renforcer le système immunitaire pendant la maladie. Des recherches modernes confirment les propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires des cynorrhodons, au-delà de leur seule teneur en vitamine C. Voici un détail pratique à savoir. Les fins poils à l'intérieur des cynorrhodons sont irritants. Ils sont d'ailleurs utilisés dans les poudres à gratter. Pour préparer une infusion de cynorrhodons, utilisez des cynorrhodons entiers et séchés ou filtrez soigneusement l'infusion à travers une étamine. La chair et l'écorce sont les parties les plus précieuses. L'églantier pousse dans les zones perturbées, en lisière de forêt et dans les prairies de montagne, sur presque toute l'Amérique du Nord. En hiver, quand les feuilles ont disparu et que la neige recouvre le sol, ces cynorrhodons rouges sont toujours là, tels des phares rouges de vitamine C, prêts à vous maintenir en pleine forme jusqu'au printemps. Numéro 10. Les jeunes pousses d'épinette. Le remède contre le scorbut qui pousse dans chaque campement. Imaginez-vous au cœur de la forêt boréale, au début du printemps, entouré d'épinettes, à des semaines de toute civilisation. Votre corps commençant à montrer des signes de carence en vitamines. La solution est littéralement à portée de main. Les jeunes pousses vert citron éclatantes qui ornent les extrémités des branches des épinettes au printemps constituent, elles, un des aliments sauvages les plus riches en vitamines qui soient. Les pousses d'épinette contiennent non seulement de la vitamine C en concentration supérieure à celle de la plupart des agrumes, mais aussi de la vitamine A et plusieurs composés antioxydants. Les peuples autochtones des forêts boréales les utilisaient régulièrement, et les trappeurs et commerçants de fourrure qui avaient adopté cette pratique restaient en meilleure santé durant les longs hivers en pleine nature que ceux qui ne la connaissaient pas. L'utilisation la plus simple consistait à consommer directement les jeunes pousses fraîches. Leur saveur vive, citronnée et légèrement âcre est en réalité très agréable. On pouvait les infuser pour en faire un thé, les faire fermenter pour obtenir une bière d'épinette aux propriétés reconnues contre le scorbut, ou encore les faire sécher pour une utilisation ultérieure. Les Cris des bois, les Dines et de nombreux autres peuples du Nord utilisaient également des préparations à base de jeunes pousses d'épinette contre la toux et les infections respiratoires. Les mêmes propriétés antimicrobiennes de la résine qui protège l'arbre sont au moins partiellement actives dans l'infusion. C'est là tout l'intérêt des jeunes pousses d'épinette en médecine. Elles apparaissent précisément au moment où l'on en a le plus besoin. Au début du printemps, après un long hiver pauvre en ressources alimentaires fraîches, c'est comme si la forêt avait programmé un mécanisme de réinitialisation saisonnière. Au moment précis où les carences en vitamines commencent à se faire sentir, les arbres offrent le remède. Les montagnards, qui l'avaient compris,
ne se contentaient pas de survivre en pleine nature, ils y prospéraient. Numéro 11. La prêle. Riche en silice, elle régénère les tissus. La prêle a une apparence préhistorique, car elle l'est fondamentalement. Les espèces d'Equacetum sont des fossiles vivants, des cousines de plantes qui poussaient il y a 300 millions d'années. Et elles ont survécu aussi longtemps grâce à une caractéristique que la plupart des plantes n'ont pas: une teneur exceptionnellement élevée en silice. Or, il s'avère que la silice est essentielle à la réparation des tissus. Les trappeurs utilisaient la prêle principalement pour deux raisons: arrêter les saignements et accélérer la guérison des lésions osseuses et des tissus conjonctifs. La forte teneur en silice favorise la synthèse du collagène et la formation des tissus. Les recherches modernes confirment qu'un apport suffisant en silicium est associé à une meilleure densité osseuse et à une cicatrisation plus rapide des tissus conjonctifs. La préparation traditionnelle consistait à faire infuser une forte infusion à partir des parties aériennes séchées, que l'on buvait pour favoriser le développement des tissus internes, ou que l'on appliquait directement sur les plaies en lotion, grâce à ses propriétés astringentes et hémostatiques légères. Voici une limitation importante à connaître. La tisane de prêle contient une enzyme appelée taminase, qui détruit la vitamine B1 en cas de consommation excessive et prolongée. La chaleur inactive cette enzyme. Ainsi, utiliser une tisane correctement séchée et infusée permet d'éviter ce problème. Cette approche, typique des montagnards, consiste à consommer ce dont on a besoin quand on en a besoin. Ne pas en boire quotidiennement et indéfiniment est tout à fait approprié en cas de blessures osseuses, d'entorses et de lésions des tissus mous rencontrés sur le terrain. La prêle offrait un avantage unique: un apport nutritionnel direct pour les substances que votre corps utilise pour se reconstruire. C'est la plante qui nourrit les cellules réparatrices au lieu de simplement leur indiquer de se mettre au travail. Numéro 12. Le gingembre sauvage. Contre le choc, les nausées et les troubles digestifs. Au cœur des sous-bois riches et ombragés, sous la litière de feuilles, pousse, elle, une des plantes les plus efficaces contre les nausées et pour la digestion en Amérique du Nord. Le gingembre sauvage, Azarum canadense, n'a rien à voir botaniquement avec le gingembre culinaire, mais partage presque exactement ses principales propriétés médicinales. Sa racine contient des composés aromatiques aux véritables vertus antispasmodiques, antiémétiques et réchauffantes. Les montagnards qui avaient consommé des aliments douteux, de l'eau contaminée ou qui souffraient de violentes nausées dues à un choc ou à un froid extrême utilisaient la racine de gingembre sauvage pour calmer leur estomac presque instantanément. Un choc dû à une blessure, une perte de sang ou une exposition au froid peut provoquer une hémorragie digestive, engendrant nausées et crampes d'estomac. Une infusion concentrée de gingembre sauvage, aux propriétés chauffantes et antispasmodiques, était l'un des rares remèdes d'urgence disponibles sur le terrain. Son efficacité était avérée à l'époque, et les recherches actuelles le confirment. On pouvait également mâcher la racine fraîche directement pour un soulagement immédiat, ou la couper en tranches et l'ajouter à un bouillon. Pour les montagnards qui se nourrissaient de ce qu'ils pouvaient chasser ou cueillir, avoir un remède efficace contre les maux d'estomac pouvait faire toute la différence entre poursuivre l'expédition et rebrousser chemin. Trouver du gingembre sauvage dans la terre humide et riche des sous-bois. Sentez la racine. Son parfum chaud, épicé et médicinal si caractéristique vous indiquera de quoi il s'agit. En pleine nature, lors de situations d'urgence nécessitant des premiers secours, nausées, crampes ou chocs, le gingembre sauvage est un allié précieux. La bergamote sauvage, Nudero 13, également appelée baume bébé, soigne les plaies, est antiseptique et fait baisser la fièvre. Cette plante aux multiples vertus est si efficace qu'elle en devient presque injuste. La monarde fistilliosa, Monarda fistilliosa bébé baume,
Produit de magnifiques inflorescences lavandes sur de hautes tiges, en prairies et en lisières de forêt. Belle à regarder, elle possède également de puissantes vertus médicinales. La plante contient du thymol et du carvacrol, les mêmes composés antimicrobiens volatiles que l'on retrouve en forte concentration dans le thym et l'origan. Des études confirment sa forte activité antimicrobienne, antifongique et anti-inflammatoire. Les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord l'utilisaient comme antiseptique pour les plaies, en infusion contre la fièvre, le rhume et les troubles digestifs, et en inhalation de vapeur pour soulager la congestion. Les trappeurs l'adoptèrent avec enthousiasme. Pour les plaies infectées, on appliquait directement les feuilles fraîches broyées. Les huiles antimicrobiennes agissaient directement à la surface de la plaie. En cas de fièvre et d'infection, une infusion forte faisait baisser la fièvre et renforçait le système immunitaire. Pour les rhumes de poitrine, inhaler la vapeur d'une infusion de feuilles aidait à dégager les voies respiratoires congestionnées. Voici la préparation traditionnelle contre la fièvre. Une infusion chaude et forte de fleurs et de feuilles séchées ou fraîches, à boire généreusement, associée au repos et à la chaleur. Les herboristes la qualifiaient de diaphorétique. Elle provoque la transpiration, ce qui contribue à faire baisser la fièvre en dissipant l'excès de chaleur corporelle par la peau. Pour quiconque souhaite se familiariser avec la médecine de terrain, la bébé bombe est une plante précieuse à connaître. On la reconnaît à la vue, à l'odorat et au toucher. Son arôme d'origan et de thym est incomparable et elle pousse dans une grande variété d'habitats. Prairies, bords de route, lisières de forêt. Une fois que vous le saurez, vous le verrez partout. Numéro 14, le sureau. Le remède contre la fièvre pendant les longs hivers. Les trappeurs ne se contentaient pas d'affronter le froid. Ils devaient aussi faire face aux vagues de maladies respiratoires qui ravageaient les camps et les villages chaque hiver. Fièvre, syndrome grippaux, tout qui dégénérait en graves infections pulmonaires. Disposer d'un remède capable de réduire de moitié la durée de cette maladie faisait toute la différence entre être immobilisé pendant 2 semaines et être de retour sur les sentiers en 4 jours. Le sureau, Sambucus, Negra et espèces apparentées étaient ce remède. Les baies violet foncé du sureau récoltées à la fin de l'été et séchées ou cuites pour les conserver constituaient le principal remède hivernal pour renforcer l'immunité dans presque toutes les cultures de l'hémisphère nord. Médecine traditionnelle européenne, amérindienne et appalachienne. Chacun s'est tourné spontanément vers le sureau pour soigner les maux d'hiver. Ce consensus général est généralement significatif. La recherche moderne a pleinement validé cette intuition. De nombreux essais cliniques contrôlés démontrent que les préparations à base de sureau réduisent la durée et la gravité de la grippe et des infections des voies respiratoires supérieures. Les anthocyanes, composés actifs, possèdent de véritables propriétés antivirales et stimulent également la réponse immunitaire. La préparation traditionnelle était simple. Un sirop de baies de sureau obtenu en faisant mijoter les baies dans de l'eau et du miel, ou une infusion de baies séchées à consommer dès les premiers signes de fièvre, de frisson ou d'infection respiratoire. Il était conseillé d'en boire fréquemment et régulièrement. Important, les baies de sureau crues, et plus particulièrement les feuilles, l'écorce et les graines, peuvent contenir des composés provoquant nausées et vomissements. Il est donc impératif de toujours cuire les baies au préalable. Les préparations traditionnelles consistent à les faire mijoter, ce qui neutralise ces composés. Voilà un autre exemple où la connaissance ancestrale des plantes par les montagnards N était pas seulement utile, mais essentielle. Le sureau est un remède efficace pour survivre à l'hiver. Numéro 15, Malin, le sauveur des poumons. Si vous avez déjà passé du temps en montagne et subi les ravages de l'air froid et sec des hautes altitudes, cet air âcre qui rend chaque respiration douloureuse, vous devez connaître la moline.
Cette grande plante aux feuilles argentées duveteuses et à l'épi de fleurs jaunes pousse sur les terrains vagues, dans les zones brûlées et au bord des routes. C'est la Verbassimum thapsis, et c'est depuis des siècles le remède pulmonaire des montagnards. Ces hommes, travaillant en altitude dans le froid, souffraient d'infections pulmonaires, de bronchite et de la toux chronique due à l'inhalation de fumée dans les camps d'hiver. La molène était leur remède de prédilection. Ces feuilles contiennent des saponines aux propriétés expectorantes, aidant à expectorer le mucus encombré au fond des poumons, au lieu de le laisser s'accumuler et s'infecter. Les montagnards préparaient une infusion de feuilles de palmier à vin, soigneusement filtrées à travers un tissu pour en retirer les fins poils. Selon certaines traditions, ils fumaient également les feuilles séchées pour soulager directement les affections bronchiques. Les fleurs infusées dans de l'huile chaude étaient utilisées spécifiquement pour les otites. Versées dans le conduit auditif, elles permettaient de réduire la douleur et de combattre l'infection. Cet usage à lui seul a fait de moi un remède précieux pour les voyageurs en pleine nature, loin de tout dispensaire. Voici la distinction essentielle. Contrairement au sirop contre la toux classique, la mucineuse ne supprime pas la toux, elle la rend plus productive, aidant ainsi les poumons à éliminer l'infection au lieu de simplement masquer le symptôme. C'est une véritable guérison, et non une simple gestion des symptômes. Pour les poumons des montagnes, fragilisés par l'altitude, le froid, la fumée et l'effort physique, la mucineuse pousse encore à l'état sauvage partout, toujours aussi efficace depuis des siècles. Numéro 16. La résine de pin. Le pansement liquide de la nature. C'est celui que je vous avais promis au début, et il mérite amplement sa réputation. Chaque pin, épicéa et sapin de la forêt produit de la résine, cette substance collante, ambrée et intensément parfumée qui s'écoule lorsque l'écorce est abîmée. L'arbre la produit pour cicatriser ses plaies et lutter contre les infections. Les trappeurs ont découvert que les mêmes propriétés qui protègent l'arbre protègent aussi les plaies humaines. La résine de pin était le pansement liquide de leurs ancêtres. Chauffée jusqu'à devenir malléable, elle était appliquée sur la plaie et durcissait pour former une barrière protectrice antimicrobienne qui empêchait la saleté et les bactéries de pénétrer. La résine contient de la térébenthine, principalement de l'alpha et de la bétinine, dont l'activité antimicrobienne est avérée. Des recherches confirment que les préparations à base de résine de pin combattent les bactéries, y compris certaines souches résistantes. Mais voici ce qui rendait la résine de pin véritablement remarquable comme remède traditionnel. Ce n'était pas qu'un simple pansement. L'usage traditionnel, confirmé par des études modernes, montre que la résine chaude appliquée sur les plaies infectées extrait les toxines et les matières infectieuses des tissus, agissant comme du pus tout en cicatrisant la plaie. Surface. Matériau unique pour sceller et absorber les agents antimicrobiens. Les trappeurs l'utilisaient sur les plaies infectées, les coupures profondes et même les abcès dentaires où l'infection se développait sous les tissus. Réchauffez-le avec la chaleur corporelle ou brièvement près d'un feu. Appliquez-le délicatement sur la plaie. Laissez-le refroidir et durcir. Vous obtenez ainsi un pansement antimicrobien protecteur qui reste en place et agit toute la nuit. De toutes les plantes de cette liste, la résine de pin est sans doute la plus accessible à quiconque fréquente les forêts sauvages. On trouve un pin à proximité de presque tous les sentiers d'Amérique du Nord, et chacun d'eux produit des vertus médicinales, aujourd'hui comme demain. Numéro 17. L'écorce de saule, l'aspirine originelle. Voici une histoire qui illustre parfaitement la relation complexe entre la médecine traditionnelle, à base de plantes, et l'industrie pharmaceutique moderne. En 1897, des biochimistes ont synthétisé l'aspirine, acide salicylique, et l'ont commercialisée comme un analgésique révolutionnaire. En quelques décennies, elle est devenue le médicament le plus prescrit au monde. Mais voici ce que les communiqués de presse ont omis de souligner.
L'acide salicylique était utilisé depuis des millénaires pour soulager la douleur, la fièvre et l'inflammation, bien avant que quiconque à Bayer ne le synthétise. On le trouvait dans l'écorce de saule. Les espèces de saliques poussant le long de chaque cours d'eau des régions tempérées étaient l'aspirine du trappeur, du guérisseur amérindien, du médecin médiéval et du médecin grec antique. Les trappeurs mâchaient de l'écorce de saule ou la préparaient en infusion pour soulager les maux de tête, les douleurs articulaires et les inflammations profondes et lancinantes dues à des mois de labeur physique exténuant dans des conditions extrêmes. Ce remède était efficace à l'époque, et il l'est encore aujourd'hui. La chimie est la même. Voici la différence subtile, mais importante, entre l'écorce de saule et l'aspirine de synthèse. L'écorce naturelle ne contient pas d'acide acétique salique isolé. Elle contient de la salicine ainsi que des dizaines d'autres composés qui en atténuent et en modifient l'effet. De nombreuses personnes souffrant d'irritation gastrique dues à l'aspirine de synthèse trouvent l'écorce de saule bien plus tolérée. La plante entière se révèle donc plus équilibrée que le composé isolé. Pour quiconque souffre de fièvre, de douleur ou d'inflammation en pleine nature, et sachant que le saule pousse le long de presque tous les cours d'eau du continent, l'aspirine originelle est là, à portée de main, libre, sauvage. Elle agit exactement comme toujours. Numéro 18. Hero. Arrêtez le saignement. Nous arrivons maintenant aux entrées les plus spectaculaires de cette liste, et celle-ci mérite amplement sa réputation. Si vous vous blessiez gravement à la frontière, lors d'un combat au couteau, d'une attaque animale ou d'un accident de scie ou de hache, il vous fallait un produit qui arrête le saignement rapidement. Pas après une longue attente, pas après avoir préparé une tisane. L'Achillée millefeuille, Achillia millophium, doit son nom à Achille, le héros grec qui l'aurait utilisé pour soigner les blessures de ses soldats sur le champ de bataille. Ce nom remonte à 2500 ans. Sa réputation est encore plus ancienne. Le hiéro contient des alcaloïdes, dont une chenine, aux propriétés hémostatiques avérées. Ils réduisent effectivement le temps de saignement et favorisent la coagulation. Les trappeurs appliquaient la plante fraîche ou séchée directement sur les plaies pour arrêter les saignements. Les Amérindiens l'utilisaient de la même manière. Les soldats l'utilisaient sur les champs de bataille à toutes les époques. Mais l'hero n'est pas seulement un hémostatique, c'est aussi un anti-inflammatoire, un antimicrobien et, infusé en tisane, un puissant sudorifique qui fait baisser la fièvre. Les parties aériennes de la plante, notamment ses feuilles plumeuses et ses inflorescences plates, ont toutes des propriétés médicinales. Pour une utilisation sur le terrain, cherchez de l'hiro. Elle pousse dans les prairies, au bord des routes et sur les terrains vagues de presque toute l'Amérique du Nord et l'Europe. Écrasez les feuilles et les fleurs fraîches et appliquez-les directement et fermement sur une plaie qui saigne. Le saignement ralentit, généralement en quelques minutes. Utilisez ensuite la même plante pour préparer une infusion contre la fièvre qui pourrait suivre une blessure. Hiro est une plante que les trappeurs ne pouvaient absolument pas se permettre d'ignorer. Dans un monde de couteaux, de haches et d'animaux venimeux, disposer d'un remède qui stoppe rapidement le saignement n'était pas un luxe, mais une question de survie. Numéro 19. La menthe sauvage. Maux de tête, nausées et soulagement rapide. En voici une que vous pouvez trouver, identifier et utiliser en toute confiance en quelques minutes. Menthe sauvage, menthet et espèces apparentées. Elle pousse le long des cours d'eau, dans les prairies humides et sur les terrains humides et remués dans la majeure partie de l'Amérique du Nord. Froissez une feuille. Si elle sent la menthe, c'est de la menthe. L'identification est infaillible. Les trappeurs utilisaient la menthe sauvage principalement pour deux raisons: calmer les maux d'estomac et soulager les maux de tête. Ces deux usages ont été validés de manière exhaustive par la recherche moderne. Le menthol et les autres composés volatiles de la menthe ont de réels effets antispasmodiques
sur les muscles lisses du tube digestif. C'est pourquoi la tisane à la menthe apaise les maux d'estomac. Appliqué sur le front ou les tempes, le menthol provoque une vasodilatation et une sensation de fraîcheur qui soulagent efficacement les céphalées de tension. La préparation était d'une simplicité raffinée. Pour soulager les maux d'estomac, on peut préparer une infusion forte avec des feuilles fraîches ou séchées. On peut la boire chaude en cas de crampes et de nausées, ou froide et l'utiliser en lotion ou en compresse contre les maux de tête et la fièvre. Le menthol contenu dans la vapeur d'une infusion de menthe chaude contribue également à dégager les voies respiratoires. Voici ce qui rend la menthe sauvage particulièrement précieuse en pleine nature, sa rapidité d'action. D'autres remèdes de cette liste nécessitent du temps de préparation, de séchage ou des méthodes spécifiques. La menthe sauvage, broyée et infusée en quelques minutes, soulage presque instantanément les nausées, qui peuvent être très invalidantes en pleine nature et dangereuses si elles vous empêchent de manger ou de boire. Un soulagement rapide, c'est exactement ce qu'il vous faut. Les montagnards savaient que le remède le plus efficace n'est pas toujours le plus exotique. Parfois, le meilleur remède est celui qui pousse au bord du ruisseau et qui agit avant même que vous ayez fini votre première tasse. Numéro 20. Le plantain à larges feuilles. Un véritable hôpital de campagne sous votre botte. Et nous voici au numéro 20. La plante qui clôt parfaitement cette liste. La plante qui est peut-être la plante médicinale la plus sous-estimée au monde. Le plantain majeur, Plantago major, pousse dans les pelouses, le long des sentiers, dans les sols compactés, dans les fissures des trottoirs et dans pratiquement tous les milieux perturbés de la planète. Les Amérindiens l'appelaient l'empreinte de l'homme blanc, car il semblait se répandre partout où les colons européens s'installaient. Elle n'est pas originaire d'Amérique du Nord. Elle s'y est introduite clandestinement et a conquis le monde. Ceux qui ont appris à l'utiliser, issus des deux traditions, ont rapidement compris que cette humble plante était extraordinaire. Froissez une feuille fraîche. Appliquez-la sur une piqûre d'insecte, une coupure, une brûlure légère. Le soulagement se fait sentir en quelques minutes. La feuille contient de l'ocupine, un glycoside aux véritables propriétés anti-inflammatoires, ainsi que des tanins aux effets cicatrisants et antimicrobiens. Les montagnards qui la connaissaient l'appelaient leur trousse de premier secours improvisée, car on pouvait la saisir sans s'arrêter. Mâcher la feuille pour rompre les parois cellulaires et l'appliquer sur la zone à soigner sans perdre de temps. Un essai clinique a confirmé que la pommade à base de plantain améliorait la cicatrisation des brûlures secondaires mieux que les traitements standards. Pas par rapport à une absence de traitement, mais bien mieux que le traitement standard. Voilà le niveau de preuve dont nous parlons pour une plante qui pousse dans votre jardin. Traditionnellement, on utilise le pus du plantain pour soigner les morsures, les piqûres, les coupures et les brûlures légères. Application locale immédiate. Infusion forte en lotion pour les plaies ou en gargarisme pour les maux de gorge. Usage interne prolongé comme anti-inflammatoire doux. Voici pourquoi le plantain à larges feuilles est le choix idéal pour conclure cette liste. Tout en lui remet en question nos idées reçues sur la médecine. C'est un produit courant, alors on le néglige. C'est gratuit, alors on ne lui accorde aucune valeur. C'est une mauvaise herbe, alors on essaye de l'éliminer. Et pendant qu'on achète des pommades hors de prix et qu'on court aux urgences pour des piqûres et des coupures mineures, le meilleur remède d'urgence pour ces mêmes problèmes pousse justement dans le sol sous la voiture qui nous y a conduits. Voilà la leçon du trappeur. Voilà la leçon à tirer de ces 20 plantes. La nature sauvage ne se contente pas de vous mettre à l'épreuve, elle vous enrichit. Elle l'a toujours fait. Nous avons simplement oublié comment décrypter les ressources naturelles. Ces 20 plantes ne remplacent pas les soins d'urgence. En cas de blessure grave, consultez un médecin. Mais si vous séjournez en pleine nature, si vous souhaitez renouer avec le savoir ancestral qui a permis aux populations de vivre et de rester en bonne santé pendant des siècles avant l'avènement de l'industrie pharmaceutique,
Si vous voulez voir la forêt qui vous entoure comme une source de remède plutôt que comme un simple paysage, commencez par ici. Apprenez à reconnaître 3 ou 4 de ces plantes cette saison. Familiarisez-vous avec leur apparence, leur période de croissance et leur parfum. L'année suivante, revenez-y et apprenez-en 3 ou 4 autres. C'est ainsi que les trappeurs s'y prenaient. C'est comme ça que ça marche. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui poussait juste sous vos pieds depuis toujours, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes de découvrir cette chaîne et ses connaissances. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, nous explorons en profondeur les savoir-faire, les plantes et les connaissances que les passionnés de nature perpétuent depuis des générations. Laissez un commentaire et dites-moi lequel de ces 20 vous avez le plus hâte de découvrir lors de votre prochaine randonnée. Je lis tous les commentaires.